Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur créé en collaboration avec l'Association québécoise de la douleur chronique. Je m'appelle Rita Zahlan. Je viens de terminer ma maîtrise cet été à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sous la direction de la professeure Anaïs Lacasse. Aujourd'hui, je vais vous présenter Hermine Laure Guéna-Negefak, qui est une étudiante au doctorat à la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique de la professeure Lacasse à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Nous parlerons de son parcours et de ses travaux de recherche. Bonjour Hermine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Qui es-tu et quel type d'études fais-tu? Donc, bonjour Rita, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Hermine Laure, d'origine camerounaise, maman de 3 enfants, étudiante au doctorat et biostatisticienne. Je travaille de façon générale sur les trajectoires d'utilisation des soins de santé et de médicaments chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Je voulais juste te dire bravo pour ton courage de faire un doctorat avec 3 enfants. Je te dis bon courage Hermine. Merci bravo. Rita. Peux-tu nous dire sur quel thème de recherche tu travailles? Oui, bien entendu. Je travaille dans le cadre de mes études doctorales. Je m'intéresse aux trajectoires du risque d'effets indésirables associés à l'usage de médicaments chez les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Donc, le thème risque ici renvoie au potentiel d'un médicament à amener un effet indésirable à court ou à long terme. Donc, ce que j'entends ici par effet indésirable, c'est quelque chose comme les problèmes d'insomnie, les problèmes de mémoire ou de concentration et même la baisse de la libido. Donc, et étudier les trajectoires de ce risque-là, c'est aller voir sur une période de temps donnée, par exemple sur une période de 2 ans, comment se comportent les effets indésirables chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. C'est-à-dire, est-ce que chez certaines personnes, ces effets indésirables demeurent très dérangeants au quotidien pendant toute la période d'étude de 2 ans, ou alors il y a des personnes pour lesquelles ces effets indésirables sont quasiment absents pendant cette période-là, ou encore des personnes pour qui les effets seront dérangeants pendant un certain nombre de temps et puis vont s'estomper peu à peu par la suite. En fait, Hermine, j'ai une question qui m'était venue là. D'où vient ton intérêt pour la douleur et surtout pour la recherche sur la douleur? Donc, merci pour cette question. Déjà, il faut savoir que moi-même, je suis une personne qui vit avec une douleur d'origine inconnue dans le bas du dos depuis l'année 2011. Oh, je suis désolée pour toi. Là. Ah, merci Rita. Donc, je m'étais déjà fait consulter juste une fois au Cameroun l'année 2011 lorsque j'ai commencé à ressentir cette douleur-là. Et le médecin qui m'avait consulté, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de traitement étant donné que la cause était inconnue. Et il m'avait donc suggéré de prendre du Tylenol lorsque je ressentais des douleurs et d'éviter de soulever des charges lourdes. J'étais donc partie de là en me disant que s'il n'y avait eu de quoi comme recherche là-dessus, probablement qu'il existerait des directives pour la prise en charge de cette condition. Exactement. Ouais. Donc, jusqu'au moment où j'intègre le laboratoire de la professeure Lacasse en 2018 comme professionnelle de recherche, j'étais loin de m'imaginer que la douleur chronique était une condition de santé autour de laquelle plusieurs études étaient menées. Donc, après 4 ans passés comme professionnelle de recherche dans le laboratoire de la professeure Lacasse,
ayant parlé à plusieurs personnes vivant avec cette condition dans le cadre des projets auxquels je participais et vivant moi-même avec de la douleur, tout ceci a suscité mon intérêt pour la recherche sur cette maladie qui encore aujourd'hui est sous-diagnostiquée et traitée de façon inadéquate. OK. Ben, en fait, en disant que ayant parlé à plusieurs personnes vivant avec de la douleur chronique, est-ce que tu les rencontrés ou bien par des appels téléphoniques? C'était pas des appels téléphoniques parce que à ce moment-là, je participais à un projet qui avait pour objectif de recueillir la perception Oui, des patients oui. sur les effets secondaires des médicaments qu'ils prenaient. Donc, je les parlais au téléphone et je recueillais ces perceptions-là, en fait. Ben, je trouve que c'est intéressant et je te Oui. souhaite vraiment, Hermine, de se guérir, là. Ah, merci. En fait, peux-tu nous raconter ou bien nous donner un aperçu sur ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, en fait, j'ai commencé mes études au Cameroun. J'ai étudié jusqu'au bac dans le domaine des mathématiques et de l'informatique. Puis, j'ai complété une maîtrise en statistiques appliquées au vivant en 2010. J'ai ensuite travaillé comme consultante en biostatistique au Cameroun jusqu'en 2015, où j'ai immigré au Québec. Et une fois ici, j'ai travaillé comme assistante de recherche à la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches. Là, c'était à Sainte-Marie. Oui. Donc, et puis en 2018, avec ma famille, on a déménagé ici en Abitibi-Témiscamingue. Et depuis lors, je travaille comme professionnelle de la recherche à l'UQAT. Et à l'été 2022, j'ai commencé mon doctorat sur la direction de la professeure Anaïs, comme je l'ai dit tantôt, et dont je suis actuellement étudiante à temps plein et employée à temps partiel, car je travaille comme professionnelle de recherche à raison d'un jour par semaine. Et je suis aussi chargée de cours. Et je suis ce qu'on appelle ici à l'UQAT tutrice d'un cours de biostatistique à la maîtrise recherche en sciences de la santé et au baccalauréat en sciences infirmières. Oui, je me rappelle très bien. Je vais vous assurer que Hermine est une bonne tutrice qui m'a fait bien sûr rappeler toujours quelle est la différence entre variable dépendante et indépendante. Merci Rita. Ben, peux-tu nous parler plus en détail de ton projet de recherche? J'aimerais bien savoir c'est quoi ton projet de recherche, si tu nous peux nous dire plus de détails. OK, parfait, merci. Ben, je vais commencer par une petite problématique pour qu'on comprenne le pourquoi, d'où est Oui, c'est partie ça, exactement. l'idée du projet de recherche. Donc, comme on le sait, la douleur chronique, c'est une maladie qui touche une personne sur 5 au Canada et elle affecte toutes les sphères de la vie des personnes qui vivent avec cette condition-là, notamment le fonctionnement physique, la santé psychologique, le sommeil, la vie sociale et de famille, ainsi que le travail. Exactement. Et de plus, les personnes qui vivent avec la douleur chronique, comme on le sait, ont souvent plusieurs autres comorbidités, c'est-à-dire ils vivent avec d'autres conditions de santé en plus. Donc, ce qui fait que le traitement de cette condition-là nécessite une combinaison de différents types de traitements pharmacologiques, par exemple les anti-inflammatoires, les opioïdes, les anticonvulsivants, sans compter les approches physiques et psychologiques comme la psychothérapie, la physiothérapie, le yoga, la méditation et bien d'autres. Donc, ce qui fait que la polypharmacie, qui est l'utilisation de plusieurs médicaments, est plutôt fréquente chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Et cette fréquence élevée de la polypharmacie-là, elle place les personnes qui vivent avec la douleur chronique à risque d'effets indésirables. Comme je l'ai dit un peu plus haut, il y avait par exemple des insomnies, les problèmes de mémoire ou de concentration. Donc, puisque les personnes qui vivent avec la douleur chronique ont différents régimes médicamenteux et qui impliquent différentes classes thérapeutiques et différentes posologies qui varient dans le temps, on s'est donc dit qu'une meilleure compréhension du risque d'effets indésirables associé à l'usage des médicaments chez ces personnes-là au fil du temps serait quand même justifiée. Donc, c'est la raison pour laquelle mon projet de recherche il a pour objectif global de quantifier le risque d'effets indésirables associés à l'usage de médicaments, puis d'étudier la variabilité de ces risques dans les groupes d'individus et dans le temps. Je trouve vraiment que c'est très, très, très intéressant comme projet, Hermine. Là, je te souhaite Merci bon beaucoup. courage. Merci Rita. Mais avec des mots simples, tu peux comme nous décrire quel est l'objectif de ton projet de recherche. Bien sûr. Donc, mon projet de recherche, il comporte 3 objectifs. Dans le premier, on va essayer de quantifier le risque d'effets indésirables associés à l'usage de médicaments
à partir d'un outil qui est appelé le Medication Quantification Scale. Cet outil-là, c'est un outil qui va aller, pour chaque médicament qu'une personne prend, essayer de regarder, de se dire sur une échelle de 0 à 10, comment les effets indésirables, comment cette personne-là perçoit les effets indésirables. 0 étant aucun effet indésirable et 10 des effets indésirables très dérangeants au quotidien. Donc, je vais donc utiliser cet outil-là pour quantifier le risque d'effets indésirables pour chaque personne participante à chaque mois de l'étude, et ce pendant 24 mois, donc 2 ans d'études. Et je vais sortir de là avec un scope. Après cette quantification-là, j'aurai un profil pharmaceutique de chaque personne sur une période de 24 mois. Donc, après ça, le deuxième objectif va consister à utiliser les modèles statistiques complexes pour étudier sur cette période de 2 ans-là les trajectoires du risque d'effets indésirables calculées à partir du score MQS à l'objectif 1. Donc, une fois cette étape-là passée, on va utiliser ce qu'on appelle les modèles de régression en statistique pour aller identifier les caractéristiques des personnes qui se retrouvent dans chaque groupe. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, les modèles complexes vont permettre de regrouper les individus en fonction de la similitude de leur score MQS. Ensuite, on va aller voir c'est quoi les caractéristiques des personnes qui se retrouvent dans chacun des groupes. Donc, par exemple, on sera capable d'identifier que peut-être dans certaines trajectoires, on retrouve plus les femmes, les personnes sans médecin de famille, les personnes habitant une région éloignée. Donc, c'est ce type d'informations-là qu'on ira rechercher dans le deuxième objectif. Ben, tu nous as dit que tu as deux objectifs et le troisième, ça sera? Quoi? Ben, le troisième, j'y arrive. Donc, le troisième objectif, ce sera en fait de regarder l'impact de l'appartenance aux trajectoires sur la santé générale perçue, l'intensité et l'impact de la douleur, la fréquence des visites à l'urgence et sur les hospitalisations aussi. OK. Ben, j'aimerais bien savoir quel type de données tu vas utiliser, Mine. OK, merci pour cette question. Donc, en fait, mon projet de recherche sera fait à l'aide des données de la cohorte Torsade. Il faut savoir que la cohorte Torsade, c'est une cohorte qui est issue du jumelage entre les données de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada et les données médico-administratives du Québec. Je vais ici parler des données de la RAMQ, du ministère de la Santé et des services sociaux. OK. Donc, cette cohorte a été créée dans le but d'identifier quoi comme... Oui, en fait, elle a été créée dans le but d'identifier les trajectoires de soins les plus efficientes des patients et des patientes atteints de maladies chroniques. Ceci afin d'aider les décisionnaires, les parties prenantes, les professionnels de la santé dans la planification et l'organisation des services de santé. Ben, je trouve ça vraiment intéressant, Hermine, selon tes objectifs et ta présentation de ta problématique. Ben, j'ai une question encore là. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un projet qui est en cours? Quels sont les objectifs et comment planifiez-vous pour y répondre? OK, merci. Donc, avec ma directrice de recherche et 2 autres étudiantes de notre labo, nous menons actuellement un projet sur la polypharmacie excessive chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Donc, ici, ce qu'on appelle polypharmacie excessive, c'est l'utilisation de 10 médicaments ou plus de façon concomitante, c'est-à-dire en même temps, par une même personne. Et dans le cadre de ce projet, nous avions dans un premier temps utilisé les données du régime public d'assurance médicaments du Québec pour estimer la prévalence de cette polypharmacie excessive-là chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Et à l'issue de ce travail-là, nos résultats ont montré que c'est un peu plus de 16% de ces personnes qui se retrouvent en situation de polypharmacie excessive, c'est-à-dire qui utilisent 10 médicaments ou plus. Et nous avions ensuite essayé d'identifier les facteurs qui seraient associés à cette polypharmacie excessive-là. Et nous avions trouvé que avoir un emploi, consommer de l'alcool, être fumeur, utiliser des opioïdes à courte action et faire de l'activité physique étaient associés à un risque moins élevé de se retrouver en situation de polypharmacie excessive. Oui. Par contre, on a trouvé que ne pas pouvoir vaquer à la plupart de ses activités quotidiennes à cause de la douleur, percevoir son état de santé général comme étant mauvais ou passable, avoir un grand nombre de prescripteurs
utiliser un grand nombre de classes de médicaments et aussi vivre avec plusieurs comorbidités était associé à un risque plus élevé de se retrouver en situation de polypharmacie excessive. Il faut quand même noter que cette première partie de l'étude que nous avions faite, elle était transversale, c'est-à-dire on n'a pas, cette transversalité-là ne nous permet pas d'établir des relations de cause à effet. C'est-à-dire nous, on n'est pas capable d'identifier, par exemple, les causes de la polypharmacie excessive. On peut juste dire que c'est associé, mais on ne peut pas savoir ce qui cause la polypharmacie excessive. Donc actuellement, nous sommes en train d'étudier la polypharmacie excessive sur une période d'1 an. Donc tout d'abord, chaque mois pendant la période d'1 an étudiée, on va déterminer si oui ou non, chaque personne se retrouve en situation de polypharmacie excessive. On aura ainsi leur profil, ce que j'appelle ici le profil pharmaceutique, sur une période de 12 mois. Ensuite, nous allons utiliser une approche statistique dite de classe latente, donc la même approche que pour mon projet de recherche. Nous allons donc l'utiliser pour classer les personnes participantes dans des sous-groupes, c'est-à-dire pour former des trajectoires en fonction de leur profil pharmaceutique. Et une fois que ceci sera fait, nous allons regarder les déterminants de l'appartenance à cette trajectoire-là, c'est-à-dire les facteurs qui vont faire qu'une personne se retrouve dans un sous-groupe ou dans un autre. Bravo, hein? Je te souhaite bon courage pour la suite. Ah, merci. Sinon, à quel stade en es-tu dans ton projet de recherche? Donc, pour ce qui est de mon projet d'études en général, je suis rendue à ma 5e session. Oui, c'est puisque bien. j'ai commencé Ça à passe l'été très vite, 2022. Oui, hein, ça passe vraiment vite. Donc là, j'ai quand même déjà terminé tous mes cours obligatoires et à option. J'ai réussi mes 2 premiers séminaires. Dans le séminaire 1 qui consistait à présenter ma problématique et ma méthodologie, comme on appelle. Oui. Et ensuite, le séminaire 2 qui, quant à lui, qui portait sur un sujet connexe à mon sujet de recherche. Donc là, présentement, mon protocole de recherche a été soumis pour évaluation au comité scientifique en début de ce mois de septembre. Je te souhaite bon courage. Merci. Et actuellement, je prépare mon examen général qui aura lieu au cours de la prochaine session d'hiver. Et bien entendu, après l'examen général, il me restera l'analyse des données, la rédaction des articles qui en découleront, la rédaction de ma thèse, la présentation de mon séminaire de résultats, parce qu'au total, il y en a 3, et le dépôt, les différentes corrections et la soutenance de ma thèse. De ma thèse. T'inquiète pas, Hermine, tu vas réussir ton examen, c'est sûr. Ah, merci, je compte Rita. sur toi, là. Merci. Sinon, à quoi ça se ressemble, une journée au laboratoire avec Hermine? Donc, il faut déjà savoir que tous les matins, je me réveille à 6 heures au plus tard, 6 heures du matin au plus tard. Donc, je prépare et vais déposer mes enfants à l'école et à la garderie. Et une fois au labo, autour de 8h30, je passe faire un petit coucou et parfois prendre un café avec mes collègues du labo. Le café de Marie-Mé. Oui. Puis je commence à travailler soit sur mon projet de thèse ou soit sur celui d'un de mes collègues, car comme étant biostatisticienne, j'interviens quand même dans la plupart des projets de notre labo. Et à midi, nous dînons souvent ensemble quand on est disponible. Parce que généralement, ce qu'on fait à midi, on participe à des ateliers ou on participe à des midi-causeries sur l'heure du dîner. Et après, l'après-midi, je continue de travailler et autour de 4h30 de l'après-midi, je termine ma journée de travail. Oh, c'est une journée trop chargée, hein? Mais si tu pouvais avoir n'importe quoi, qu'est-ce que tu demanderais dans le cadre de ta recherche? Je demanderais, cette question, je l'aime bien. Donc, je demanderais qu'il me soit possible d'effectuer toutes les exigences reliées à mon cursus dès maintenant et soutenir ma thèse au mois de décembre 2023. En fait, j'ai vraiment hâte de voir mes résultats et surtout, j'ai hâte de terminer ma thèse. Oui, je comprends. Moi aussi, j'aurais la même chose, là, Hermine. Sinon, quel pourrait être l'impact de ton projet de recherche sur les personnes qui vivent avec de la douleur chronique? Dans mon projet de recherche, lui, il permettra de mieux connaître les trajectoires qui sont favorables. Par exemple, les sous-groupes de personnes où les scores de risque d'effets indésirables restent relativement faibles dans le temps et qui présentent un bon contrôle de l'intensité et de l'interférence de la douleur, en fait. Mais aussi, il permettra d'identifier les facteurs de succès
qui pourrait permettre de favoriser ce type de trajectoire-là chez un plus grand nombre de personnes et justifier l'allocation des ressources. Donc, mon projet de recherche aussi permettra d'identifier les trajectoires qui sont défavorables. Et si on parle des sous-groupes de personnes où les scores de risque d'effets indésirables vont rester comme très élevés, constamment élevés, et qui demandent une utilisation accrue des services de santé sans jamais être soulagés. Donc, identifier ce type de trajectoire-là permettra de formuler des pistes de prévention et d'intervention. Donc, de façon générale, mon projet de recherche fournira des données probantes qui permettront de personnaliser le traitement des personnes qui vivent avec de la douleur chronique, ceci afin d'atteindre un bon contrôle des symptômes de la douleur avec un minimum d'effets indésirables. Ben, c'est bien, hein? Quels sont tes projets pour l'avenir? Vas-tu poursuivre tes études en recherche? Ça, c'est sûr. Parce que tu vas terminer bien sûr ton doctorat. Mais après ton doctorat, est-ce que tu penses faire un postdoc? Ah ben, un postdoc, à vrai dire, je n'ai pas vraiment l'idée d'un postdoc là, j'y pense pas encore, mais ce que je sais que j'aimerais faire, c'est qu'après mon doctorat, j'aimerais bien travailler dans des centres de recherche afin de continuer à apporter ma contribution tant dans la production des données de recherche utiles que dans leur utilisation dans la pratique et pour la définition des politiques publiques. Et bien que ce soit difficile, j'aimerais également pouvoir décrocher un poste de professeur dans une université canadienne. Rien n'est impossible, Hermine, ça tu le sais très bien. Quand tu penses à la douleur, quels sont les 3 premiers mots qui te viennent en tête et pourquoi? OK, donc je pense à frustration, prise en charge, soulagement. Frustration parce que si on n'a pas appris à lâcher, quand on vit avec de la douleur chronique, si on n'a pas appris à lâcher prise, le fait de ne plus pouvoir vaquer à certaines de ses occupations quotidiennes comme on le faisait avant, ça peut engendrer des frustrations en fait. Prise en charge parce que tout doit être mis en œuvre afin d'améliorer la prise en charge de la douleur chronique et éviter que les personnes concernées vivent des frustrations. Exactement. Et soulagement parce qu'avec une bonne prise en charge, on atteint un meilleur soulagement de la douleur et donc une meilleure qualité de vie. Exactement, tu as raison, Hermine. Travailles-tu avec des patientes partenaires? Oui, tout à fait. Puisqu'un patient partenaire, une patiente partenaire, c'est une personne qui vit avec une condition de santé et qui fait partie intégrante d'une équipe de recherche. Donc, dans notre labo, nous en avons 3. Donc, en fait, nous avons 2 patientes partenaires et un patient partenaire, notamment Sylvie, Nancy et Christian. Donc, juste pour donner un aperçu de comment nous travaillons ensemble, avec Nancy et Sylvie, on a eu à discuter lors du choix des variables dépendantes qui seraient plus pertinentes à considérer dans mon projet de recherche. Donc, c'est ensemble avec eux qu'on a pu identifier qu'il serait intéressant de choisir comme variable dépendante la santé générale perçue, l'intensité et l'interférence de la douleur, et aussi l'utilisation accrue des services de santé, dont, notamment d'hospitalisation et d'urgence. Donc, lorsque j'obtiendrai mes premiers résultats, c'est sûr qu'on va s'asseoir à nouveau pour discuter des choix à faire pour la suite. Par exemple, le choix du nombre de trajectoires ou sous-groupes, puisque ce choix-là doit s'appuyer non seulement sur les hypothèses et les critères statistiques, mais également sur l'interprétabilité clinique. Ce qui fait qu'avoir leur expérience, ça nous sera vraiment utile lorsque viendra le temps de faire ce choix-là, le choix du nombre de trajectoires. Et avec Christian, une fois dans le cadre d'un travail, j'avais besoin d'en savoir plus sur la douleur du membre fantôme. Alors, j'ai discuté avec Christian, notre patient partenaire, qui a partagé avec moi son expérience puisqu'il vit avec une douleur du membre fantôme. Et il m'a permis de mieux comprendre ce type de douleur, en fait. Donc, j'ai également discuté de mon projet de recherche avec lui pour avoir son avis sur la compréhension, la clarté de ma problématique et de mes objectifs de recherche. On remercie les patients partenaires. Oui, ils sont vraiment... Et sinon, là, dans 150 ans, dans un monde idéal, comment imagines-tu la prise en charge des personnes qui vivent avec de la douleur chronique? Wow, dans 150 ans, c'est-à-dire
On n'aura pas la chance d'être encore là pour le voir, mais Mais on espère. ouais, c'est ça. Ce que j'imagine, c'est une meilleure organisation des services de santé de sorte que toutes les personnes qui vivent avec de la douleur et qui ont besoin d'un suivi en clinique de la douleur puissent y avoir accès. En fait, c'est mon idéal, c'est une prise en charge personnalisée de la douleur chronique. Oui, c'est ce qu'on aimerait bien tous, Ouais. bien sûr. Te souviens-tu où tu te trouvais quand on t'a annoncé que tu rentrais au doctorat? Ah oui, cette journée-là, c'est vraiment une journée mémorable pour moi. C'était le mercredi 9 mars 2022. Il était à peu près 3h15 de l'après-midi et j'étais à mon bureau lorsque j'ai reçu le courriel qui me disait félicitations, vous avez été admis au programme de doctorat. Donc, j'étais vraiment contente d'apprendre cette nouvelle-là. Je suis rentrée le soir, j'ai célébré avec ma famille. J'étais vraiment contente. Ben, je savais que Oui, c'était un gros challenge, mais en même exactement. temps, j'étais contente d'avoir été acceptée dans ce programme. Oui, nous aussi, nous sommes contents, là. Merci. Une dernière question, Hermine. Te souviens-tu de la journée où tu as reçu tes premiers résultats ou tes résultats les plus excitants? Mais c'est vrai que dans le cadre de mon projet de recherche, je ne suis pas encore rendue à l'étape des résultats, mais j'imagine que ce sera une journée mémorable parce que cette journée-là soulignera en fait les premiers fruits d'un dur labeur. Et disons que j'ai bien hâte d'y être. Oui, bien sûr. Je te dirai pas le sentiment là quand tu Ouais. reçois tes résultats et tu les trouves vraiment intéressants là. Ben, nous arrivons à la fin de l'épisode. Aurais-tu quelque chose à ajouter? Donc, j'aimerais avant tout te dire merci à toi, Rita, pour cet épisode. Merci de m'avoir invitée. J'aimerais par la même occasion remercier ma directrice de recherche, la professeure Anaïs Lacasse, pour son encadrement. Je dis également merci à mes collègues du labo pour nos différents échanges desquels j'apprends beaucoup. J'aimerais également remercier le Réseau québécois de recherche sur la douleur pour l'octroi de la bourse Je m'affiche qui m'a permis de participer au congrès du Canadian Pain Society au mois de mai dernier. J'ai dit également merci à tous les organismes subventionnés qui financent ou qui ont financé mes études, notamment les instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds de recherche en santé du Québec. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Hermine, d'avoir participé à notre balado. Merci aux éditeurs d'avoir écouté cet épisode de Parlant douleur et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!